Merci beaucoup, merci à l'AFF pour l'invitation, merci au modérateur. Effectivement, je vais vous parler d'une maladie rare, donc, qui est la gestion des échecs au traitement. Alors, on va partir donc, sur un cas clinique. Alors, je vous rappelle les objectifs pédagogiques qui étaient de connaître les moyens à mettre en œuvre pour diminuer le risque d'échec, connaître les indications de recherche des mutations de résistance et connaître les schémas thérapeutiques de deuxième ligne. Alors, je vous rassure, je ne suis pas virologue et je vais commencer par vous parler d'un patient donc de 54 ans qui a une hépatite C diagnostiquée en 2003 à la suite d'un épisode furtif de toxicomanie à l'âge de 20 ans. Il est infecté par un génotype 1A, il a une charge virale à 5,36 unités par millilitre et d'emblée un fibroscan à 27 kPa, ce qui signe la cirrhose. Il consomme de l'alcool de façon déclarative à 40 grammes par jour et n'a pas de traitement complémentaire. Ce patient a déjà été pris en charge en 2010 et avait été traité par PEG-RIBA avec un échec. Ma première question est de savoir si vous allez d'abord traiter ce patient et chez ce patient qui, je vous le rappelle, a donc un génotype 1A, une charge virale à 5,35 et qui est d'emblée cirrhotique avec un échec au PEG-RIBA, ce que vous allez lui proposer comme traitement. Alors, qui va lui proposer du Sofoledi? Très bien. Qui va lui proposer la 3D d'Abvi? Sans ribavirine, le piège est là, attention. D'accord. Du Sofosime. Alors ça, c'est pour les anciens, c'est encore marqué dans les recommandations de l'AFF, mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va prescrire ça. Et enfin, Sofodacla, c'est tout à fait jouable, mais globalement, c'est vrai que clairement, on va tous à peu près rester sur le fait que la proposition numéro 1 est probablement la plus adaptée à ce patient actuellement. Ma deuxième question est de savoir si, avant de débuter le traitement, vous allez lui demander une recherche de variants résistants, donc communément appelés RAS ou RAV, comme vous voudrez, avant traitement. La réponse, elle est basique, oui ou non. Qui dit oui? Ok. Qui dit non? Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces RAS? Alors, vous connaissez tous donc ce schéma. Finalement, vous avez ici l'ARN du virus avec les 3 points stratégiques qui sont donc le site de la protéase avec appelé donc le NS3 pardon, et sur lequel joue le siméprévir qui est donc un antiprotéase. En cas de mutation au niveau de la protéase, bien sûr, vous allez avoir une diminution de l'effet du siméprévir. De même ici, au niveau du site de la polymérase virale, lorsqu'il existe une mutation sur le site de la NS5A, vous avez une diminution donc de l'action des médicaments en ASVIR, c'est-à-dire des inhibiteurs de polymérase, comme le daclatasvir, le lédipasvir ou bientôt le velpatasvir. Enfin, sur le site de la NS5B, également peuvent survenir quelques mutations qui peut-être diminuent la sensibilité au sofosbuvir. Quoi qu'il en soit, celui qui va le plus nous embêter en pratique clinique, c'est évidemment la mutation sur le site de la NS5A, donc, qui lui confère un haut niveau de résistance au virus. Alors, est-ce que y a-t-il un impact finalement de la présence de ces variants résistants avant de faire un traitement? Vous savez que c'est présent dans le sang des patients avant qu'ils aient un traitement par AAD. Et dans les études, quand on regarde un petit peu ce qui a été publié, vous voyez ici que quand il s'agit d'un génotype 1 et notamment du génotype 1A, chez des patients qui sont traités par sofosbuvir et lédipasvir, eh bien finalement, on retrouve une perte d'efficacité chez les patients qui ont déjà été traités, et attention, traités par interféron pégylé et ribavirine. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on perd en termes de réponse virologique, et ceci est plutôt marqué chez les patients cirrhotiques, qui ont déjà été traités par interféron pégylé et ribavirine, ce qui est exactement le cas de notre patient. Donc possiblement un petit sous-groupe de patients chez qui le traitement Sofoledi 12 semaines peut perdre en efficacité. Si l'on regarde toujours pour les patients de génotype 1, est-ce qu'il y a un effet de la présence de ces mutants de résistance NS5A pour le traitement par 3D plus ou moins RIBA? Là, on s'aperçoit que finalement, il y a très peu d'effet de la présence de ces NS5A. Mais en revanche, concernant le nouveau traitement par Grazoprevir et Elbasvir, vous voyez que clairement, pour les génotypes 1A, il y a une réelle perte d'efficacité. Vous voyez ici 58% versus 99% pour les génotypes 1A.
et que cette perte d'efficacité, elle est liée à la présence des mutants de résistance NS5A. Donc attention, des petits sous-groupes de patients chez qui la mutation pré-thérapeutique peut jouer sur la réponse virologique. Enfin, concernant le génotype 3, vous voyez que lorsqu'il existe une mutation NS5A, là encore, possiblement une baisse de la réponse virologique, avec 60, ici, bon, les chiffres sont assez difficiles à interpréter parce que les malades, il n'y en avait pas beaucoup, 8 d'un côté et 41 de l'autre, mais possiblement un effet également de perte de la sensibilité au traitement lorsqu'il existe un variant NS5A. Alors si on veut un peu résumer tous ces tableaux, finalement, il y a une perte d'efficacité du traitement chez les patients ayant un génotype 1A ou un génotype 3 et qui sont en échec d'interféron RIBA et a fortiori s'il existe une cirrhose. Alors pour répondre à la question, allez-vous faire une recherche de mutation? La réponse de la FEF des recommandations de février 2016 est clairement non pour l'instant. Alors, je vous lis, actuellement la recherche systématique de race avant une première ligne ne peut pas être recommandée. D'abord parce qu'il y a un problème d'uniformité des tests. Deuxièmement, il y a un problème également du coût. Et troisièmement, pour l'instant, les virologues ne sont pas encore tout à fait d'accord sur les méthodes et les cut-offs à utiliser pour valider cette méthode en pratique. Mais ça, c'était avant. Et avant quoi? Avant la semaine dernière, où les recommandations de l'ISOL qui sont en ligne, vous pouvez les avoir assez facilement. Je pense que vous les avez tous évidemment déjà lus et appris par cœur. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit. Alors, c'est très simple. C'est d'une logique implacable. Si vous avez envie de faire la mutation pré-traitement, vous la faites. Mais si vous la faites, vous en tenez compte, ce qui est assez logique. Et si vous la faites dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que vous allez utiliser des techniques correctes, à savoir l'ultra-deep sequencing ou la population sequencing. Alors, ne me demandez surtout pas ce que c'est, je ne suis pas virologue. En clair, ce qu'il va falloir aussi, c'est faire attention aux cut-offs utilisés dans ces techniques, puisque dans les études cliniques, il n'y a que lorsque les mutations sont supérieures au cut-off de 15% de présence qu'il y a un impact clinique de ces mutations. Donc là, il faut clairement se rapprocher du virologue pour pouvoir interpréter ces données de variants de résistance. Donc oui, voilà, peut-être que quand même c'est intéressant. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a deux possibilités de voir les choses. La première, c'est qu'on utilise clairement, on n'a pas la possibilité de faire ces recherches virologiques, on ne va pas le faire à tout le monde, etc. Donc dans ces cas-là, c'est très simple, vous optimisez d'emblée le traitement pour les patients à risque qu'on vient de définir, c'est-à-dire les génotypes 1A, les génotypes 3, qui sont en échec d'un traitement par PEG-RIBA, plus ou moins cirrhotique. Ceux-là, vous savez que c'est probablement eux qui vont le moins bien répondre, et encore, c'est-à-dire à moins de 90%. Eh bien, ceux-là, vous allez optimiser le traitement et vous allez donc surtraiter tous les patients qui correspondent à ces critères. La deuxième façon, qui est un petit peu plus élégante sur le plan virologique, c'est que si vous avez la possibilité de faire ces recherches en pré-thérapeutique, c'est très bien, vous les faites. S'il y a la présence de ces variants de mutation, NS5A, dans ce cas, vous allez optimiser le traitement, à savoir probablement rajouter la ribavirine. Alors que nous dit l'ISOL concernant cette optimisation du traitement et qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, en 2016, finalement, face à ces patients, la seule chose qu'on puisse faire, c'est rajouter la ribavirine. Et ne posez surtout pas la question de savoir comment ça va marcher. Je pense que personne ne saura vous répondre. On sait déjà comment ça marche avec l'interféron. Donc là, clairement, ça reste encore un mystère. Mais clairement, il y a un impact sur le fait de rajouter la ribavirine chez ce sous-groupe de patients. Concernant les génotypes 1A, vous voyez ici, chez des patients qui sont naïfs de traitement, des nouveaux traitements, mais qui sont en échec d'interféron RIBA, qu'il y ait une cirrhose ou non, l'ISOL nous dit finalement que l'intérêt de rechercher ces races, NS5A, se pose pour trois associations de traitement. La première, c'est le Sofo-Ledi, la deuxième, c'est Grazo-Elba, et le troisième, c'est Sofo-Dacla. Finalement, pour le Sofo-Velpa à venir ou pour la 3D d'Abvi, il n'y a pas d'intérêt à faire la recherche de ces races parce que, comme je vous l'ai montré sur les petites diapos précédentes, il n'y a pas d'impact sur la réponse virologique. Et ce qui fait que si vous faites la recherche des races et que vous avez la présence de ces mutations,
pour ce patient-là, donc vous allez rajouter systématiquement la ribavirine pour les 12 semaines de traitement. Pour le Grazo-Elba, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire que là, vous allez prendre en compte non seulement la présence de la mutation, mais également la charge virale à J0. Et donc, clairement, pour les patients qui ont moins de 800 000 unités de traitement, vous allez pouvoir faire 12 semaines, qu'il y ait ou non des RAS. En revanche, si vous avez une charge virale élevée et la présence des RAS en mutation, là, vous allez faire 16 semaines de traitement plus ribavirine. Et en ce qui concerne l'utilisation du sofosbuvir et du daclatasvir, pour 12 semaines, si vous n'avez pas de RAS, ce sera sans ribavirine. Et s'il y a la présence de RAS, vous rajoutez la ribavirine. Donc tout ça, évidemment, ne concerne qu'un nombre très restreint de patients, mais finalement, c'est votre façon d'optimiser le traitement. Alors vous allez poser évidemment la question, que faire si le patient ne supporte pas la ribavirine? Eh bien, dans ces cas-là, on fait l'option longue, c'est-à-dire 24 semaines de traitement. En ce qui concerne le génotype 3, si l'on regarde donc les nouvelles recommandations de l'ISEL, pour les patients qui sont donc toujours naïfs d'AAD, qui sont en échec d'un premier traitement par interféron RIBA et qui ne sont pas cirrhotiques, si vous êtes en présence de RAS, ici, que ce soit avec l'utilisation du Sofovelpa ou du Sofodacla, qui sont donc les deux traitements recommandés pour le traitement des génotypes 3, eh bien, on partira d'emblée sur un traitement de 12 semaines, puisqu'ils ne sont pas cirrhotiques, mais avec le rajout de la ribavirine spontanément. En revanche, le patient cirrhotique, là clairement, ceinture, bretelle et tout ce que vous voulez, on y va, et que le patient ait ou non des mutations, vous allez le traiter 24 semaines plus ribavirine. Alors, on revient à notre patient. Et notre patient, finalement, on l'a traité en mai 2014. Donc, on n'avait pas toutes ces jolies recommandations. Et après un passage en RCP, il a été décidé de traiter le patient par sofosbuvir et daclatasvir, qui étaient les deux molécules disponibles à l'époque et qui nous semblaient le plus adaptées au patient. Et vous voyez ici la cinétique de la charge virale avec une excellente réponse virologique, une réponse en fin de traitement et malheureusement, dès S4, le patient rechute. Et la rechute est bien entendu confirmée à S12. Alors, à votre avis, quelles sont les causes potentielles de la rechute? Alors, qui pense que l'inobservance au traitement peut être une cause de la rechute? Merci. Que le schéma thérapeutique n'était pas optimal? Clairement. Et qu'il puisse s'agir d'une réinfection virale? Ouais. Alors, tout est possible. Cela dit, la PCR s'est repositivée dès S4. Donc, l'hypothèse de la réinfection virale, vraiment, je pense qu'il faut l'évoquer de façon de principe, mais elle paraît très peu probable dans le cas de M. H. En revanche, effectivement, il faut toujours se poser la question de l'inobservance et la question du schéma thérapeutique non optimal. Alors, concernant l'inobservance, le problème, finalement, je pense que le problème est à venir parce que jusqu'à présent, on a traité nos patients qui étaient extrêmement motivés pour le traitement, des patients qui souvent étaient en échec des premiers traitements et qui donc, chez qui on n'avait aucun problème d'observance. À l'avenir, on va se retrouver face à des patients qui sont probablement moins concernés ou en tout cas peut-être plus difficiles à gérer, que ce soit le patient standard qui va avoir beaucoup de mal, moi je commence à en avoir quelques-uns qui ont du mal à prendre un traitement d'un comprimé pendant 8 à 12 semaines, ça leur paraît insurmontable. Et pour ceux qui font un peu de gastro, voyez le traitement du Pilera ou de l'Helicobacter pylori, il y en a plein qui arrêtent avant, ça devient compliqué. Et les gens vous disent, mais vous vous rendez pas compte, docteur, je vais prendre un comprimé pendant 12 semaines. Et sans parler des nouvelles populations à traiter, des populations avec injection de drogue, les patients qui ont une consommation d'alcool importante, et puis un mot sur effectivement les patients avec des pratiques à risque, notamment un risque de réinfection comme les HSH. Donc attention, et ne pas oublier l'importance de l'éducation thérapeutique et du suivi de ces patients pour optimiser l'observance du traitement. L'observance, elle a également, on sait qu'on améliore lorsqu'on prend en compte les comorbidités, et le renforcement de l'observance, il peut être fait par du personnel médical ou paramédical formé et qui va aider au suivi des patients. Alors, question numéro 2, à votre avis,
Est-ce que là, chez ce patient qui a rechuté, qui a une cirrhose, allez-vous lui demander une recherche de variants résistants et quand? Alors, je vous propose oui tout de suite. Oui, avant de retraiter le patient. Non, aucun intérêt. Eh bien, vous n'allez pas être surpris. Finalement, on ne sait pas. Et donc, les deux dernières propositions sont les bonnes. C'est-à-dire, probablement, il faut le faire avant de retraiter le patient. Mais clairement, si vous ne le faites pas, ce n'est pas bien grave. Et parce qu'on ne sait pas exactement quel est l'impact que va avoir la recherche de ces mutations. Clairement, donc ça, c'est les résultats de l'ISOL. Ce qu'on pensait être la bonne indication de recherche des RAS n'est probablement pas là où on le pensait. C'est-à-dire que clairement, et s'il y a vraiment quelque chose qu'il faudra peut-être retenir aujourd'hui, c'est que s'il faut chercher des RAS, il faut peut-être les rechercher avant le premier traitement et pas au moment où ils rechutent. Parce que là, finalement, vous allez avoir quoi? Vous avez donné un NS5A, il va être résistant au NS5A. Si vous avez donné un NS3, il va être résistant au NS3. Donc si vous avez commencé avec un NS5A, vous allez donner un NS3 et vous allez chercher des trucs croisés. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vécu avec l'hépatite B, c'est-à-dire que si vous aviez un échec du premier traitement, eh bien on va switcher avec le traitement qu'il n'a pas encore eu. Alors, pour notre patient, c'était en 2014, donc il a rechuté en 2015, et on a quand même fait donc, la recherche de la présence ou non d'une mutation, et il avait effectivement une mutation sur le site de la NS5A, qui était une M28T, et juste un mot pour vous dire que quand on est embêté avec ces mutations NS5A, parce qu'on sait clairement que ce sont elles qui vont durer le plus. Donc c'est quasiment des mutations probablement à vie, ça on ne le sait pas encore. En tout cas ici sur ce suivi qui est allé jusqu'à 96 semaines, vous voyez que le taux de persistance de ces mutants est important et que donc on est face à des virus qui vont rester mutés pour la NS5A pendant longtemps, d'où le fait qu'on est vraiment très embêté avec cette mutation. Alors allez-vous retraiter ce patient? Oui. Je rappelle qu'il a une cirrhose, donc oui. Ou non. Donc non, je pense que non. Donc ça, c'était facile. La deuxième question, c'est comment? Alors, qui lui propose la même chose, mais pendant 24 semaines? Enfin, Sofoledi, 24 semaines. Je rappelle qu'il avait eu du Sofodacla, 12 semaines. Qu'il a un mutant de résistance NS5A, qui va donc nous embêter pour les NS5A. Voilà, donc qui propose Sofoledi Riba 24? Qui propose la tri de Abvi avec de la Riba 24? Ça peut. Qui propose Sofocimé Riba 24? Et qui propose Sofodacla Riba 12 semaines? Il est cirrhotique. Voilà. Alors, probablement, on va revenir. Donc, si on reprend notre petit schéma viral, notre petit virus est là. Donc, finalement, vous avez une mutation qui a atterri ici, ce qui fait qu'on n'est pas extrêmement... on n'est pas très, très à l'aise avec la reprise d'un traitement qui est une NS5A. Donc, ça nous fait que l'effet du daclatazvir, du lédipasvir ou du valpatasvir va être assez limité, même si vous augmentez la dose et que, vous prolongez le traitement et que vous rajoutez la ribavirine. Donc, ce n'est probablement pas le traitement optimal. En revanche, il y a notre copain ici qui agit sur la NS3A, l'antiprotéase, qui est le ciméprevir, qui, lui, de façon assez logique, va pouvoir être utilisé en association avec la base du traitement, qui est le sofosbuvir. Ce d'autant qu'on est dans le passé, donc je vous rappelle qu'on est quand même en 2015 et qu'on n'a pas encore toutes les possibilités thérapeutiques actuelles. Alors, qu'est-ce que ça donne si jamais on veut de nouveau traiter le patient par une NS5A? Ici, vous avez les résultats d'une étude qui a été faite par Lavitz, qui est présentée il y a maintenant 1 an, sur le fait de retraiter les patients qui étaient en échec d'un traitement par Sofoledi 12 semaines. Donc, 12 semaines échec, on retraite les mêmes patients avec le même traitement, mais cette fois-ci, on va jusqu'à 24 semaines et on rajoute la ribavirine. Eh bien, vous voyez qu'ici, clairement que quand il y a un mutant de résistance, c'est-à-dire le cas de notre patient, on a certes 60% de résultats,
mais 60% pour un deuxième traitement, ce n'est pas optimal. Et donc, clairement, il n'est pas recommandé de retraiter les patients chez qui il a été mis en évidence un mutant résistant de NS5A avec ce traitement. Qu'est-ce qui se passe si on essaye donc une autre classe thérapeutique, qui est par exemple le siméprévir? Vous voyez ici les résultats d'une étude qui est certes sur un tout petit nombre de patients, mais qui a au moins le mérite d'exister et qui finalement nous montre que lorsque l'on retraite les patients en échec d'une NS5A, eh bien, avec une NS3A, on a des résultats qui sont très corrects, à 88% de réponse virologique. Donc, c'est une option de retraiter le patient par sofosbuvir plus une autre classe thérapeutique qui est un antiprotéase. Ici, vous avez les résultats de l'association 3D. Certains d'entre vous ont répondu oui au fait qu'on pouvait retraiter le patient. Alors attention, ici c'est la 3D plus le sofosbuvir, c'est les résultats de l'étude Quartz 1. Pourquoi? Parce que dans la 3D, il y a un anti-NS5A, donc vous allez pouvoir clairement rajouter le traitement par sofo, et vous voyez que dans ces cas-là, sous réserve d'un très petit effectif, avoir également des résultats assez prometteurs. Alors en clair, lorsqu'on va retraiter des patients en échec d'AAD, il est tout d'abord recommandé d'en discuter avec votre virologue préféré, et ça je crois que c'est pas mal. En réunion de concertation disciplinaire, je pense que c'est extrêmement important et finalement, même si on n'est pas obligé de faire ces recherches de mutation, c'est toujours bien de pouvoir documenter les variants résistants. Il est recommandé un schéma thérapeutique qui combine avec la ribavirine, 24 semaines, donc ça c'est les deux figures imposées, 2 antiviraux actifs sans résistance croisée sur les mutants de résistance. Lorsqu'il existe une mutation NS5A, qui est donc la plus embêtante, on part sur l'association du sofosbuvir avec donc un autre agent qui peut être un anti-NS3 plus la riba pendant 24 semaines. Alors notre patient, finalement, donc on est en mai 2015, on lui donne un traitement par sofo, simé, riba 24 semaines. Et on arrive donc en avril 2016 et le patient est donc guéri. Alors un mot sur le futur, parce que le futur va démonter tout mon exposé, c'est-à-dire que clairement vous n'aurez plus du tout besoin des mutations de résistance bientôt. Et clairement là on est sur les résultats donc, de la trithérapie d'AbbVie, donc qui associe le sofosbuvir, le velpatasvir et le GS9857, qui est un inhibiteur de protéase, pendant 12 semaines chez des patients G1 à G6 en échec d'un premier traitement par AVD. Et vous voyez ici qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, on a l'impression d'être aux élections d'une république bananière, 99 à 100% de traitement de réponse virologique. Une rechute, on ne sait pas comment il a fait, mais effectivement, c'est comme d'habitude un G3 qui rechute, puisque c'est notre pire ennemi, je vous le rappelle. Et quand on regarde un petit peu l'impact de ces mutations de résistance sur la réponse au traitement de ces patients qui sont en échec, vous voyez qu'ici, dans 40% des cas, il n'y avait pas de RAS mis en évidence et qu'on atteint péniblement donc les 100%, mais que dans le cas de la présence des mutants de résistants, y compris dans le cas où il y a de multiples résistances, eh bien, on est là nettement en dessous, puisqu'on n'est qu'à 99% de réponse dans ce groupe de patients. Donc, tout ça pour vous dire qu'en point fort, et ce qu'il faudra certainement retenir, c'est que les échecs des AVD, ça devient une maladie rare. On est entre 1 et 7% selon les publications. Que l'amélioration de l'observance, il ne faut pas l'oublier, les patients à venir ne sont pas les patients qu'on a traités jusqu'à présent. Ça vraiment, il faut insister, ce n'est pas si facile. Et que la mise en place des programmes d'éducation et du suivi des patients va permettre de limiter les échecs. Que l'existence d'une mutation NS5A est la plus embêtante en pré-thérapeutique, puisque ça diminue la réponse virologique dans certaines populations, qui sont les génotypes 1A, les génotypes 3, pré-traités par interféron et ribavirine, plus ou moins le facteur aggravant qui est la cirrhose. Et qu'enfin, la recherche systématique des RAS en pré-thérapeutique n'est actuellement pas recommandée, mais peut être utile au diagnostic, et qu'il est préférable, dans ce sous-groupe de patients identifiés, d'emblée d'optimiser le traitement en rajoutant la ribavirine.
Enfin, chez les patients en échec d'un premier traitement par AAD, la recherche de RAS peut aider, mais n'est pas obligatoire, et qu'un traitement de deuxième ligne par AVD va reposer sur l'association du sofosbuvir et d'un ou deux AVD qui n'ont pas de résistance croisée, en association à la ribavirine et pour une durée de 24 semaines. Donc là, on met vraiment le paquet. Et qu'enfin, tout ça va être bientôt remis à zéro, puisque l'efficacité des futures combinaisons thérapeutiques va pouvoir permettre de retraiter les patients, probablement sans recherche de RAS. Je vous remercie.